Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, aujourd'hui, tous les racelards du pays sont actuellement en PLS. Pourquoi? Ah bah il leur en faut peu. Miss Martinique a gagné le concours Miss France. Voilà, c'est tout. Ah mais y a rien d'autre, elle a juste gagné le concours Miss France. Du coup, ils sont tous en train de l'insulter sur les réseaux, de l'harceler, oui, dans le plus grand des calmes. Ils disent qu'elle est moche, ils disent qu'elle n'aurait pas dû gagner, ils disent qu'elle est trop vieille, ils disent qu'elle n'aurait même pas dû être inscrite à ce concours. En fait, ils sont arrivés à une conclusion simple et unanime, c'est que le concours Miss France est un concours woke. Eh oui, messieurs, dames, le fameux mot magique, woke. Le mot qui te permet de dire un truc de racelard sans être inquiété. Parce que la vérité, celle qu'aucun d'entre eux n'osera un jour assumer, c'est que ce qui les dérange, c'est qu'elle est noire. Et je sais, ils sont tous en train de dire actuellement, mais non, ce n'est pas du tout ça. Vous ne comprenez pas, les autres Miss étaient plus belles qu'elle. Mais vous êtes qui en fait, vous? Depuis quand qui que ce soit est objectif pour donner un avis sur la beauté d'une femme? Allez vous faire foutre, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Laissez-la tranquille, elle a gagné. Oh, faut arrêter de rager. Bon, ceci étant précisé, maintenant on va passer à un sujet un peu plus sérieux. Les amis, entre les socialistes et LFI, rien ne va plus. Ah oui, ça va très mal finir cette histoire. En plus, avec les journalistes de notre pays qui aiment bien allumer les mèches, aucun d'entre eux ne peut aller sur un plateau sans qu'on leur demande de mal parler de l'autre camp. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est sorti du NFP ou ce sont les socialistes qui sont devenus, comme on le dit, on entend à LFI, les traîtres à la gauche et à cette alliance? Monsieur Mélenchon, Est-ce que vous vous sentez traître? Mais je vous réponds, oh, bah, pas du tout. Monsieur Mélenchon est sorti du NFP. Monsieur Mélenchon Et a ça été... vous fait plaisir? Non, mais c'est pas que ça me fait plaisir. Mais non, mais moi je suis pour le rassemblement de la gauche. Mais je suis pour Il que est la toujours gauche... de gauche, Mélenchon, Je d'ailleurs? suis pour que la gauche gouverne. Si c'est pour faire des hologrammes et des discours aussi éloquents soient-ils, mais qui ne changent la vie d'aucun Français, parce qu'à la fin, concrètement, ça n'aboutit à rien, et même pire que ça crée un plafond de verre, et aujourd'hui même un plafond de béton qui empêche la gauche de gagner, ça ne m'intéresse pas. Le plafond de béton, c'est Mélenchon? Ben, aujourd'hui, c'est très clair. Mm. Il est parmi les responsables politiques les plus détestés de France. Waouh, mais lui il est en train de se faire mener à la baguette, il le remarque même pas. Je vous le dis, Aziza, ce n'est vraiment pas du journalisme ce qu'il fait. Attendez, il oriente plus les questions là, il oriente les réponses. Et l'autre qui fonce droit dedans et qui charge Mélenchon comme jamais. C'est bon, en fait les socialistes ne sont pas des traîtres, ce sont des serpillères. Pour beaucoup de nos compatriotes, il est même plus détesté que l'extrême droite. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est juste, c'est une réalité politique. C'est-à-dire la mélenchonisation des esprits fait plus de dégâts que la lepénisation des esprits. Non, mais n'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'essaye d'avoir c'est à une question. l'esprit l'intérêt général. Ouais. Il faut un rassemblement de la gauche parce que la gauche ne gagnera que si elle est rassemblée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ou jusqu'à présent, elle était dominée par une ligne politique qui est celle de M. Mélenchon, mais pas que de M. Mélenchon. C'est aussi, et pardon, mais ils ont leur esprit critique et leur libre arbitre. C'est aussi celle de M. Bompard, de Mme Panot, de M. Boyard et beaucoup d'autres. Bon, donc c'est un choix de leur part. Il est respectable, mais c'est pas le mien. Cette ligne-là, elle est perdante. Donc il nous faut à gauche, Raphaël Glucksmann l'a dit très clairement, porter un rassemblement qui soit gagnant, qui soit à la fois ambitieux, parce qu'on a des réformes de justice, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement fortes à porter, de transition sociale, transition écologique, d'innovation, de compétitivité aussi, et aussi de rétablissement des comptes publics. Mais il faut aussi qu'on soit crédible. Il faut aussi qu'on soit crédible, qu'on puisse rassembler une majorité. Oui, bon, en gros, il nous explique que les socialistes ne sont pas en train de trahir, mais que ce serait bien que LFI disparaisse du calcul. C'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre, messieurs, dames. Ils veulent tout simplement pouvoir trahir sans qu'on les qualifie de traîtres. Bon, et maintenant les amis, on va parler un peu de François Bayrou. Il est en train de composer son gouvernement, voilà, il fait ses petites équipes, qui est avec lui, qui est contre lui. Et comme d'habitude, LFI est exclu de toute négociation, de toute consultation. Mais oui, pourquoi on ferait attention à ce que veut le premier parti de gauche? C'est pas comme si Mélenchon avait tapé les 22% aux dernières élections. Ah ben si, c'est ce qui s'est passé. Bon, allez, c'est pas grave les copains. De toute manière, LFI ne serait pas venu, il se serait auto-exclu. Eh oui, on ne mélange pas les torchons et les serviettes quand même. On a entendu que le député Philippe Brun, parti du Parti Socialiste, a refusé. Vous le félicitez?
Moi, je pense que toute personne qui rentrera dans ce gouvernement ne se mettra à distance de manière irrémédiable du nouveau Front populaire. Nous, les députés du nouveau Front populaire, nous avons été élus pour la rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux dans la situation actuelle ? Nous n'avons pas été élus pour servir de béquille à la continuité du macronisme en France. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dans la situation actuelle tenter au moins de faire bouger les choses de l'intérieur ? Mais madame, regardez, monsieur Bayrou a été membre du premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Les députés du MoDem à l'Assemblée nationale ont voté, par exemple, pour la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et justement, nous sommes pour son rétablissement. Les députés du MoDem se sont battus pour la retraite à 64 ans. Nous sommes pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Donc je sais que c'est la période de Noël qui arrive, mais je ne vais pas faire croire aux gens que M. Bayrou va être frappé d'une révélation pour faire la politique qui va à l'inverse de ce que les députés du MoDem et lui-même ont fait depuis 7 ans. Il est favorable à la taxation sur les super-profits, à une évolution sur la réforme des retraites, à un impôt sur la fortune climatique. Non, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous rapprocher. Franchement, moi, je veux bien attendre de voir, mais si vous voulez, je vais vous dire les choses franchement. La taxe sur les super-profits, nous l'avons proposée à l'Assemblée nationale chaque année depuis 7 ans. Bon, M. Bayrou et les députés du MoDem ne l'ont jamais voté. Sur la retraite, excusez-moi, ils disent ça, mais il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, nous avons déposé une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Les macronistes ont bloqué l'Assemblée nationale pour nous empêcher de voter, et les 2 députés à l'époque qui ont déposé le plus d'amendements pour nous empêcher de voter étaient 2 députés du MoDem, donc du parti de M. Bayrou. En fait, c'est dingue à quel point on nous prend pour des dindes. Ah mais je vous le dis, on nous prend pour des dindes de compétition. Les mecs ont fait de LFI le vilain petit canard de la politique et maintenant ils reprochent à LFI d'être le vilain petit canard de la politique. Mais ils ont raison, Bayrou, c'est un hypocrite. Il sait très bien ce que les gens veulent entendre, il sait le dire, mais les actions ne suivent jamais. Et de toute façon, même s'il a mis un coup de pression à Macron pour obtenir ce poste, il n'en reste pas moins vrai que ça fait de lui le pantin de Macron. Voilà, maintenant qu'il est Premier ministre, son seul objectif est de satisfaire Macronus. Alors je vois vraiment pas pourquoi on irait le caresser dans le sens du poil. Bon, et alors dans la continuité de cette histoire, on a Dominique de Villepin qui a qualifié le gouvernement Bayrou de gouvernement de la dernière chance. Et oui, selon lui, en cas d'échec, on fonce tout droit vers la démission d'Emmanuel Macron. Ah mais je sais, il est sans pitié de Villepin, mais c'est ça qu'on aime. Les dégâts de sa politique, les dégâts de sa conduite, les dégâts causés par sa personne à la France et d'une manière générale aux Français, font qu'il aura énormément de mal à assumer un tant soit peu sa charge. Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire qu'il démissionner ? Ça veut dire malheureusement que la question de sa démission sera posée. Elle se pose d'ores et déjà, et je pense que c'est une mauvaise idée de la poser aujourd'hui. Mais je pense qu'on arrive à un moment où le coût pour la France et le coût pour les Français fait que le président de la République, on ne lui demande pas d'être gaulliste, il ne l'est pas à l'évidence, mais on lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Parce que là, c'est la fonction, c'est les Français et c'est la France qui plonge. Voyons bien les choses en face. Il y a un effet de sidération de ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois pour les Français. Il y a un effet aussi d'humiliation et de colère profonde. Nous voyons notre pays s'effacer de la carte internationale. On a des changements majeurs qui se produisent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient. Et oui, nous sommes peut-être en bonne forme pour organiser une photo en marge de Notre-Dame, mais nous ne comptons pas. C'est dire à quel point le président de la République, à un moment donné, va être obligé d'assumer ses pertes. Parce que là, ce que vous dites carrément, c'est que vous prédisez, si je comprends bien, une démission d'Emmanuel Macron à l'été prochain. Je dis que le calendrier fait que l'échéance de juin devient maintenant vitale pour le président de la République. Elle devient vitale pour plusieurs raisons, partisanes et politiques au sens noble du terme. Au mois de juin, le président récupère la possibilité d'une censure du gouvernement, donc il retrouve en quelque sorte toutes ses prérogatives. Qui dit prérogatives dit aussi les devoirs si le pays est bloqué. Donc si François Bayrou tombe dans cette période où n'est arrivé à rien, s'est enlisé, à un moment donné, il est comptable, le président, de cet échec. D'autant plus qu'il a fait semblant, là encore, d'être responsable de la nomination de François Bayrou, même si François Bayrou s'est en partie autonomé au terme d'un bras de fer. Donc, dans cette équation, il assume la responsabilité de ce que fera ou ne fera pas, mais surtout de ce que ne fera pas François Bayrou. Deuxième élément de la date de juin, c'est que c'est à cette période que va avoir lieu le congrès du Parti socialiste. Et donc, plus le congrès du Parti socialiste sera derrière les socialistes, plus la présidentielle s'imposera aux socialistes. Et donc, le caractère très oppressant
du jeu des alliances va refaire surface et le Parti socialiste sera obligé de rejoindre l'alliance avec la France insoumise et donc de revenir, je ne dirais pas à la niche parce qu'il faut être respectueux, mais en tout cas dans le sillon d'une nécessité électorale. Mais vous, président de la République aujourd'hui, vous démissionnerez. Vous auriez déjà présenté votre démission. Je pense que comme gaulliste, ça fait beaucoup de fautes de la part du président. Il est quand même le président de la République de la Ve République qui n'a jamais été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Et qui a toujours pensé, comme au poker, qu'on pouvait se refaire. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Je crois que la vérité, c'est de constater quand même les dégâts de la politique qui a été menée. Non mais vous savez ce qu'il nous faut pour relever la France? Un gouvernement du compromis avec De Villepin et Mélenchon. Et Poutou, voilà, pourquoi pas. On prend toutes les personnalités politiques à qui il reste des tripes, à qui il reste de l'honneur, quel que soit leur parti, et on les met dans le même gouvernement. De toute façon, on n'en a pas beaucoup, hein, ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais imaginez juste, hein, du Philippe Poutou, du De Villepin, du Mélenchon, assis à essayer de trouver des solutions autour de la même table. Mais dans 2 ans, on est sorti. Dans 2 ans, on est sorti du foin, les gars. Bon, et si Dominique de Villepin nous fait une analyse extrêmement lucide en arrivant à la conclusion que le problème, c'est Macron, sur CNews, on a une toute autre façon de voir les choses. Regardez-moi ça, Julien Drey, a.k.a. le pingouin de Gotham City, et son acolyte, l'homme mystère. Ouais, je sais, il a pris un coup de vieux, la vie lui a mis une claque. Mais en tout cas, ces deux-là viennent nous expliquer que, comme d'habitude, tout est de la faute de Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais vous les sentez assez bien, mais c'est pour ça que je me suis permis de faire cette remarque. Je pense que ça s'appelle de l'opportunisme. Voilà. Ça porte un nom. Et je pense qu'en politique, les opportunistes finissent toujours mal. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir une ligne claire dans le moment actuel. C'est-à-dire, c'est pour ça que je l'ai dit, je pense qu'il faut refuser une présidentielle anticipée. Il faut refuser le chantage mélenchoniste à cette présidentielle anticipée. Il faut rompre avec ce que représente le mélenchonisme aujourd'hui dans la gauche, qui est une catastrophe. Et il faut créer les conditions d'une renaissance. Et pour ça, il faut jouer un rôle positif. Parce que le moment dans lequel on est, c'est aussi un moment où on répond aux préoccupations en termes de sécurité. Je prends un exemple et je vais finir là-dessus. J'entends la gauche dire la ligne rouge, c'est limite. Mais il est sérieux celui-là? Il est en train de nous parler en direct et il prend une de ses crottes de nez pour la ranger dans son garde-manger? Ouah, c'est chaud! La classe de Julien Drey! En termes de sécurité, je prends un exemple et je vais finir là-dessus. J'entends la gauche dire la ligne rouge, c'est l'immigration. Mais quoi l'immigration? Ça veut dire que la gauche est pour l'ouverture de toutes les frontières? C'est pas notre ligne politique. Bon, je sais pas si vous l'avez écouté, mais moi j'ai pas pu. La seule chose que j'ai retenue, c'est que Julien Drey aime bien jouer avec ses Mickey. Ah, ça m'a perturbé. En plus, on voit pas ce qu'il en fait, hein. Est-ce qu'il l'a collé sous la table? Sur la table? Est-ce qu'il l'a jeté? Peut-être il l'a mis dans sa poche, hein. Non mais ça va être l'énigme de l'année. Je vais en faire un livre, les amis. Où est passée la crotte de nez de Julien Drey? Bon, et sur un autre sujet, mais toujours de la faute de Mélenchon, on a 2 policiers qui se sont fait agresser hors service dans le Vieux-Nice. Voilà, alors tout le monde savait que policier était l'un des métiers les plus dangereux dans le monde entier, mais maintenant, grâce à ces news, on sait que c'est dangereux parce que Jean-Luc Mélenchon existe. En 2023, il y a eu 15 000 policiers qui ont été blessés. C'est une augmentation de 4,1 points par rapport à 2022, ce qui fait 40 policiers blessés par jour. Et en 2023, il y a 9 policiers qui sont morts pendant leur service. Et depuis 2010, il y a eu 124 policiers morts pendant leur service. 51% de ces policiers, c'est au cours d'un accident. 25%, c'est lors du trajet domicile-travail. Et 24%, c'est dû à un homicide volontaire ou involontaire. C'est quand même extrêmement grave et extrêmement préoccupant. Et tout à l'heure, vous parliez de la dimension politique. Il faut quand même en parler. Vous avez aujourd'hui sur la scène politique un parti qui s'appelle la France Insoumise, qui a décidé de mettre des cibles dans le dos de nos policiers, qui nous raconte que la police tue. Je me souviens également que M. Delogu, député de la France Insoumise, avait insulté avait traité de pourriture, je crois, des représentants du syndicat de police Alliance. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que vous avez dans le champ politique des gens qui discréditent nos policiers, qui mettent en avant finalement une présomption de culpabilité, qui dressent une partie de la jeunesse contre la police, qui est censée quand même assurer notre sécurité collective. Et ça a des conséquences dévastatrices, notamment en banlieue, où quand vous avez des jeunes qui voient des policiers, tout de suite ils voient des gens racistes, des gens
qui sont là pour leur faire du mal, alors qu'ils sont juste là pour assurer notre sécurité. Et les conséquences de ce discours politique mais sont effroyables. Quand allons-nous sévir et quand allons-nous recadrer en effet tous ces hommes politiques qui utilisent nos policiers comme ils peuvent par ailleurs utiliser les juifs pour faire du petit grain électoraliste. Franchement, c'est lamentable. Oh là là, non mais dire n'importe quoi comme ça tous les jours, c'est vraiment chaud. Moi j'ai vécu toute ma vie dans un quartier et je peux vous le dire, si les jeunes se méfient de la police, ça n'a rien à voir. Mais alors rien du tout avec Jean-Luc Mélenchon. On parle de personnes qui ne sont même pas politisées. Voilà, elles n'ont jamais voté de leur vie. Tu leur dis Manuel Bompard, ils te répondent mais qui est cette personne? Alors venir faire un lien entre leur attitude à eux et le parti LFI, c'est d'une malhonnêteté extrême. Mais alors nous dire que Mélenchon met des cibles dans le dos de personnes tout en mettant une cible dans le dos de Mélenchon, c'est vraiment abusé. Non là vraiment Kevin, tu t'es dépassé. Ce clown est vraiment en train de reprocher à Jean-Luc Mélenchon de faire 1/100, 1/1000 de ce qu'il est en train de faire actuellement lui-même. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. On va aller du côté de BFM TV pour que François Bayrou nous explique pourquoi le SMIC à 1600 €, ce n'est pas possible. Et vous allez voir les amis, l'argument est fou. Est-ce que le SMIC à 1600 € vous paraît quelque chose de faisable? Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, le SMIC à Je 1600 pense €. que n'est-ce pas, mais vous allez... Allez-y. c'est extrêmement simple. Ceux qui gagnent 1600 € aujourd'hui, ils sont 200 € au-dessus du SMIC. Ils ont dû travailler parfois dur pour y arriver. Et vous vous trouvez dans une situation où ils vont être rattrapés par le SMIC. Sauf si eux aussi leur salaire monte. Oui, j'ai... Attendez, c'est pas possible. Ce gars-là est Premier ministre. Mais il est bête. Il est vraiment en train de nous expliquer que si on n'augmente pas le SMIC, c'est parce que ceux qui sont au-dessus du SMIC vont se sentir roulés. Non, c'est dingue. Le Premier ministre qui nous dit que l'argument, ce n'est pas une réalité budgétaire, c'est un sentiment. Mais ils peuvent se sentir roulés. Qu'est-ce qu'on s'en tape? En plus, elle a raison, Apolline. Ils vont se faire augmenter aussi, eux. J'ai un ami qui est un chef d'entreprise dans le domaine du nettoyage. Beaucoup de mérite, remarquable réussite. Il a 3000 personnes qui travaillent dans son entreprise. Les prix qu'il a fixés dans les contrats avec les collectivités locales ou avec les entreprises ou avec les hôpitaux parce qu'il les nettoie, ces prix sont fixés quelquefois pour 3 ans. Et vous allez augmenter sa masse salariale de 15%, 20%. Vous redoutez que son entreprise ne périclite? Mais ça n'est pas moi qui le redoute, c'est lui. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qui ton ami? C'est Fantomas? Vous êtes en train de me dire que dans notre pays, il y a vraiment des entreprises de nettoyage qui ont 3000 employés? J'ai jamais entendu parler d'une telle fable. Pourtant, j'en connais des personnes qui ont travaillé dans le nettoyage. J'ai moi-même travaillé dans le nettoyage. Des entreprises, il y en a 15 par ville, 15. Et encore, je suis gentil. C'est laquelle qui a 3000 employés? Je crois qu'il est en train d'inventer, ou alors il parle d'une personne qui détient plusieurs boîtes. Bref, en tout cas, il a vraiment pris le mauvais exemple, parce que les agents d'entretien, tu les enlèves, c'est le chaos, et pourtant ils sont tous payés au lance-pierre. Lui, il est en train de chouiner sur le patron, mais parle-nous un peu des employés. Parce que moi, quand je travaillais dans ce domaine, mon patron prenait des 2 semaines de repos tous les 2 mois. Il était bien, il était caliente, les doigts de pied en éventail. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.